à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois si nombreux pour cette cérémonie des vœux. Donc tout d'abord, permettez-moi de vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de bonheur, de partage, d'accomplissement, de santé pour cette nouvelle année 2025. Donc je vais vous présenter en quelques mots le déroulement de cette soirée. Dans quelques instants, vous aurez l'honneur et je l'espère le plaisir de découvrir notre film des vœux. Nous avons voulu illustrer une journée à Anzin, une journée bien remplie qui permet de mettre en avant tout ce que propose la ville. Je n'en dévoilerai pas plus, mais j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, nous sommes particulièrement fiers de vous le présenter. Je remercie d'ailleurs le service communication qui a travaillé à la réalisation de ce film en collaboration avec les itinérantes Léa et Sarah, que je remercie tout particulièrement pour leur vision artistique, leur professionnalisme et le réel plaisir que nous avons eu de travailler avec elles tout au long de l'année. J'en profite également pour remercier l'ensemble des agents qui œuvrent au quotidien pour rendre ces actions possibles, sans oublier mes collègues élus qui, au-delà de leur donner l'impulsion, s'investissent à leur côté pour faire d'Anzin une ville agréable et dynamique. Puisque nous en sommes aux remerciements, un grand merci aux services qui ont travaillé pour que cette cérémonie soit une fête réussie, le service logistique, l'électricité, l'informatique, le personnel de la salle des fêtes, la restauration, les espaces verts, la police municipale, la communication et bien sûr le service événementiel. Merci également aux jeunes du lycée Pierre-Joseph Fontaine qui vous ont accueillis, ainsi qu'à leurs professeurs, Madame Brigitte Dardillac et Madame Sylvie Fac. La diffusion du film sera suivie par une prise de parole de Monsieur le maire sous un format revisité cette année, que je laisserai à Damien, notre présentateur vedette de ce soir, le soin de vous présenter. Ensuite, pendant le vin d'honneur que nous partagerons tous ensemble, vous pourrez profiter d'une animation musicale par Fred Clisson, que nous remercions pour sa présence à nos côtés aujourd'hui, malgré l'absence pour raison de santé de son acolyte Frédéric Vandepus, notre directeur du conservatoire, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Vous pourrez également déguster les préparations de qualité réalisées par nos commerçants artisans anzinois, donc la boulangerie Carlier, les Blés d'Or, la boulangerie Varley et le restaurant traiteur chez Maman. Les boissons venant de notre brasseur Alain Pépin. Pour terminer, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle soirée en notre compagnie. Et avant de laisser la parole à votre maire Pierre-Michel Bernard, place au film des vœux. Merci. Il était une fois Anzin, une ville qui rayonne d'histoires racontées. Donc on fait une réhabilitation énergétique complète comme c'était programmé. On va déclarer officiellement l'inauguration, et ce n'est pas encore terminé, il y a encore
les projets d'envergure qui sont prévus. S'il vous plaît, madame. Encore un grand merci pour tout ce que vous faites pour nos habitants, des plus jeunes et des plus anciens. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vous avoue que je n'ai pas regardé parce que chaque fois que je regarde, moi, j'ai la petite larme qui coule. Mais encore une fois, bienvenue à la cérémonie des vœux 2025. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas monsieur le maire, je suis Damien, chargé de communication à la ville. Et ce soir, j'enfile une autre casquette, celui de présentateur vedette. Je tenais donc à remercier tout d'abord Madame Karine Bernard, notre élue à la communication, notre directrice de la communication Delphine Plateau et monsieur le maire Michel Bernard de m'accorder leur confiance pour le bon déroulement de la soirée. Et en effet, si je suis présentateur ce soir, c'est parce que vous n'allez pas assister au discours habituel de monsieur le maire, mais les habitants vont monter sur scène pour lui poser des questions directement. Des questions importantes pour eux, pour vous et pour la ville. Et je me chargerai donc de leur donner la parole. Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. J'aimerais tout d'abord qu'on fasse attention à nos téléphones portables.
tout de suite, n'hésitez pas à le sortir et à mettre sur silencieux, vibreur, ce serait super. Et la deuxième chose, ce serait d'applaudir les gens que j'invite sur scène. Et on va commencer tout de suite, ce serait une répétition générale pour vous tous, en accueillant Pierre-Michel Bernard, votre mère. Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, bien évidemment très content de voir cette salle des fêtes bien remplie. C'est vrai que l'année dernière, tempête de neige, c'était un peu compliqué. Il y a eu quelques années, c'est un mandat compliqué, Covid, 2 années sans vœux. Et c'est vrai que cette année, comme l'évoquait notre présentateur vedette, Damien, on va essayer de modifier un petit peu. C'est vrai que le discours en 2008, ça semble redondant, il faut qu'on change un peu la formule, on va essayer de faire quelque chose de plus dynamique, comme est la vie dans un. Et donc là, c'est un nouveau format, qui a un exercice qui est un peu différent, mais on va s'y atteler, et puis j'espère que cette nouvelle formule vous plaira. En tout cas, je tenais bien évidemment à remercier les différentes personnalités, tout d'abord donc mes collègues maires, les différents élus qui sont présents. Alors une mention spéciale, puisque j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui donc la nouvelle bourgmestre d'Ornu-Boussu, Sandra Narcissi. Sandra vient te présenter parce que qui a été élue récemment. Notre ville. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir. C'est une de tes grandes premières sorties en dehors de la Belgique, puisque tu as été élue il n'y a pas très longtemps, de façon très très brillante, et donc je renouvelle toutes mes félicitations. C'est moi qui vous remercie. On va t'amener à se recroiser régulièrement. Je sens que tu vas emmener un peu de 109 au niveau de l'activité municipale de la ville d'Ornu-Boussu. J'espère, et je suis très heureuse d'être ce soir parmi vous. Je vais nous venir plusieurs fois dans la ville d'Anzin, déjà avec les enfants, grâce aux autres conseillers municipaux ici. Donc j'ai eu un très bel accueil à chaque fois, aussi bien par vous et par vos collaborateurs, donc je vous remercie. Et merci pour l'invitation. C'est ma première sortie officielle hors la Belgique. Donc voilà, merci beaucoup. Encore merci. Monsieur le commissaire général adjoint, merci de votre présence. Madame la capitaine, Madame Bénémuto, on se retrouve régulièrement. On se retrouve encore demain matin. On ne verra pas tout le monde. Monsieur le lieutenant Delmotte, qui remplace le capitaine Willem, notre chef de centre de secours et d'incendie dans l'Ain, qui pour des raisons de santé ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Mesdames et messieurs les représentants des administrations, du commerce, l'artisanat, de l'entreprise, des associations locales. J'ai croisé beaucoup de monde des associations locales, c'est vrai que c'est un moment important, ces vœux. Chères Anzinoises, chers Anzinois, chers amis, alors bien évidemment, je vous souhaite à toutes et à tous mes vœux les plus sincères de santé, le plus important, de bonheur, de réussite pour vous, vos proches, votre famille. Je le fais bien sûr à mon nom, mais également au nom de toute mon équipe municipale qui m'entoure. Alors aujourd'hui, ils sont un peu plus loin parce qu'il va y avoir des invités qui vont venir, des habitants, mais ils nous rejoindront donc tout à l'heure, je pense. En tout cas, encore merci. C'est toujours un plaisir d'avoir autant de monde. Et puis, je pense que je vais laisser la parole maintenant à Damien pour la suite de cette cérémonie. Eh bien, on va réapplaudir, puisque pour commencer cette soirée, je vais accueillir le cadeau de l'un des collègues de l'Échandelle. Il aime enfiler des gants parce qu'il aime cuisiner, mais aussi faire du MMA, un sport dans lequel il aimerait faire carrière. Gaël du CMJ. C'est aussi la plus jeune, les retraitée. Crochet du gauche, crochet du droit. Non, elle n'est pas boxeuse, mais tricoteuse et bénévole aux copines créatives, Marilyn Lagneau. Elle est investie dans le milieu scolaire, associatif et familial, une hyperactive, des passions qui aime les partager aux gens qui l'entourent.
Stéphanie Krasik, avec 2 cartes. Notre élue à la communication, puisqu'elle fait partie du CMJ, du Conseil municipal des jeunes. Elle est aussi élève au conservatoire municipal dans un passionné de musique et de culture japonaise. Je pourrais en dire encore beaucoup. Elle aimerait devenir autrice, compositrice, interprète. Noémie Néomi. Il a commencé sa carrière à bord de sous-marins pour aujourd'hui réparer cycles et trottinettes dans son atelier Anzin Recycle. Engagé dans la sécurité de nos enfants, il participe au programme Savoir rouler à vélo dans nos écoles. Il est déjà là. Veuillez accueillir Jean-Luc Honoré, aussi président du Vélo Club Escorantin. Et je pense qu'on va pouvoir tout de suite commencer l'exercice en donnant la parole à Léonie. Bonsoir. J'ai vu dans l'un des derniers magazines qu'Anzin est exemplaire en matière de réduction de gaz à effet de serre. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait la ville pour répondre aux défis climatiques? Alors, tout d'abord, je ne suis pas surpris que ce soit une jeune d'une CMJ qui nous pose des questions sur le développement durable. C'est que pour les élections municipales de CMJ, ils ont des professions de foi, par exemple, et quasiment tous les jeunes avaient des projets sur le développement durable. Et on se rend compte que la jeune génération semble un peu plus motivée pour sauver notre planète, qui est un sujet important. Donc, sur le gaz à effet de serre et sur le défi climatique, donc il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux au niveau de l'aglo, avec des objectifs dans le cadre du plan climat, énergie, air, territoire. Donc les objectifs, je vais essayer de bien synthétiser, c'est 21% de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030 et plus 60%, 68% pour 2050. Alors ces chiffres sont importants, et c'est vrai qu'un énergéticien qui travaille au niveau de l'aglo et qui donne un petit peu les informations sur comment ça évolue sur les différents projets. Et donc au niveau de la ville d'Anzin, sur les dernières études qui ont été faites donc, courant 2024, donc, nous étions donc la première ville à avoir fait le plus de baisse de gaz à émission à effet de serre, puisque nous avons déjà dépassé l'objectif 2030. Donc aujourd'hui, l'objectif 2030 est déjà réalisé sur notre ville. Alors ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est vrai que depuis 2008, depuis donc, mon arrivée sur la ville d'Anzin, on a vraiment travaillé sur une réhabilitation, sur la rénovation des bâtiments publics, notamment les écoles et les salles des sports, mais pas que. On travaille également sur l'éclairage public. Il y a un gros projet de réhabilitation, de rénovation. On a à peu près 50% d'éclairage en LED et on dilue moitié de notre consommation. Donc tous ces éléments-là sont importants. Il y a également un projet lourd porté par la communauté de l'ancienne métropole sur le fameux réseau de chaleur. Alors même si on a déjà un réseau de chaleur sur la ville d'Anzin par la géothermie au niveau de la ville de l'Escaut, il y a un réseau de chaleur qui va être mis en place par l'aglo, qui a un projet qui tourne autour de 70 millions d'euros pour se projeter là-dessus, pour se rendre compte qu'une commune toute seule, c'est impossible de faire un tel projet. Donc le réseau de chaleur, c'est pour essayer de récupérer de la chaleur fatale de grosses entreprises qui produisent de la chaleur qui n'est pas utilisée, comme EME, Agri ou le centre de valorisation des déchets sur Saint-Sol, et en complément, il y aurait l'utilisation du gaz de mine. Le fameux gaz de mine que l'on perd beaucoup depuis 2019-2020. Donc le gaz de mine, nous n'avons, et j'ai jamais été contre l'utilisation du gaz de mine, la seule problématique était le lieu et les analyses à faire pour pouvoir extraire et exploiter le gaz de mine. Donc là, le principe, ce serait d'extraire notre gaz de mine pour pouvoir l'alimenter également dans le réseau de chaleur, pour avoir plusieurs sources de chaleur. Et ce réseau va pouvoir alimenter, alors pas les particuliers, ça nécessiterait que chacun change son moyen, change sa chaudière, etc. Donc c'est pour alimenter les bâtiments publics, ou l'hôpital de Valenciennes par exemple, dans les grosses structures, les bailleurs sociaux. Donc ça, c'est un gros projet. Donc la ville d'Anzin est concernée par ce projet qui va atteindre 7 communes. Mais il y a quand même des travaux lourds à mettre en place. Et au plus tôt, si tout se passe pour le mieux, et jamais tout se passe pour le mieux, c'est pas avant fin 2028, début 2029 que ces réseaux de chaleur pourraient être fonctionnels sur notre ville. Donc, il y a beaucoup de choses qui seront mises en place. Il y a également des ombrières qui vont être mises en place sur la cité des congrès qui se trouve sur notre territoire
entre une production électrique pour une autoconsommation, on fait plein de projets. Et puis nous avons également travaillé sur la réduction des déchets. Et je pense qu'on peut être fier d'avoir le premier marché éco-responsable du Valenciennois qui a permis de diviser par 4 le nombre de déchets produits lors des marchés. Donc ça, c'est un point important. Et puis ensuite, nous avons également passé, nous sommes aussi les premiers de Valenciennois, une convention avec Actom pour traiter les mégots. Donc c'est un gros sujet, donc il y a un gros projet qui est mis en place. On va travailler donc, avec le versant, avec les quartiers, avec les habitants pour essayer de diminuer de 40% d'ici 2027 les déchets de mégots et voir comment on peut aussi les traiter. Voilà sur une partie de ce qu'on fait pour le défi climatique. Très bien. La seconde question sera posée par Gaëlle. J'ai vu à la cantine que la ville était territoire bio engagé. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, bien engagé, c'est un peu la suite aussi du défi climatique. Alors, bien engagé, ça veut dire qu'au niveau de notre cantine, je rappelle, on a une cuisine centrale, donc on continue de produire nos propres repas. On ne passe pas par des sociétés. Donc, notre cuisine centrale, donc notre chef avec toute son équipe, produit en moyenne 1000 repas par jour. Bon, ça vous donne une idée un petit peu de la quantité. 900 rien pour nos élèves, ceux qui sont en maternelle, en élémentaire, une centaine de repas pour nos seniors. Donc, bien engagé, ça veut dire qu'il y a plus de 25% des produits qui sont utilisés à la cantine, qui sont des produits bio. Alors, le chef s'applique également à essayer de trouver des produits de bonne qualité, à proximité, et donc ça me permet de rebondir sur la ferme urbaine du Galibo, qui était un projet important, qui a pu être mis en place grâce à un appel à projet dont a répondu l'AGLO sur les projets de rénovation urbaine. Ce sont des projets qui sont difficiles, puisque sur les 3 projets qui avaient été validés, il y a le seul projet qui persiste aujourd'hui, c'est ce projet qui est sur Anzin, qui est mené avec le CAPES, et ça nous permet de produire des aliments, notamment des légumes, pour notre cantine. Bon. C'est une mise en place, c'était la première année, il faut que le terrain se fertilise, donc il y a un peu de travail à faire, mais ça permet de savoir ce qui est produit, comment c'est produit, on n'utilise pas n'importe quoi sur ce site, et donc on ne peut pas faire plus court entre le site de production et la cuisine centrale, puisque cette ferme urbaine est au niveau de la cité Palabo, donc c'est à 500 mètres en vol d'oiseau pour alimenter notre cantine. Alors bien évidemment, à la ferme du Galibo, il y a un côté qualité alimentaire, mais c'est également un volet d'insertion, de cohésion sociale, puisqu'une dizaine de personnes travaillent sur site en insertion pour la production, et puis un volet pédagogique qui est très important, mené donc par le CAPEP avec des ateliers sur le compost, sur comment faire des conserves, sur l'apiculture, puisqu'il y a des ruches et qu'il y a quelques kilos de miel d'Anzin qui sont produits et qui sont vendus par le CAPEP. Voilà un peu ce qui est réalisé et pourquoi nous avons donc ce label bio engagé qui est un gage de qualité de production au niveau de notre cantine. Et en parlant de la ferme, je vous invite tous à aller visiter cette fameuse ferme du Galibo qui est un lieu de nature très très joli à découvrir. Et si les ateliers vous intéressent, sachez que vous pouvez être au courant de tout ça sur notre site internet et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Notre troisième question. J'ai l'honneur de passer le micro à Jean-Luc. Merci. Alors, puisqu'on a abordé le sujet de défi climatique, qu'en est-il de la mobilité électrique, c'est quand pourra-t-on circuler en toute sécurité en vélo sur la ville d'Anzin? Alors, le vélo. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, on part tous, pas que la ville d'Anzin, les autres communes aussi à proximité, on part de très très loin si on se compare aux pays nordiques ou même à la Belgique. Alors, c'est pas les mêmes mentalités, il va falloir retravailler là-dessus. Alors, déjà, même chose, on a donc dans le cadre de notre pôle de développement territorial et durable, un chargé de mission développement durable. On a donc répondu à un appel à projet de l'ADEME et donc on est donc la première commune qui avons réussi à d'être lauréat du projet 1 vélo 3, ce qui va nous permettre d'être accompagnés techniquement, financièrement. Donc il y a déjà un bureau d'études qui a été validé en fin d'année
pour voir un petit peu comment on met en place ce plan vélo qui va être complémentaire du plan vélo du département et de l'AGLO également à un plan vélo. Donc le principe, c'est bien évidemment d'aménager des itinéraires cyclables, sécurisés, si possible, et continus. On sait que la rupture, c'est difficile. Donc il y a déjà des travaux, des aménagements qui ont été faits avec des marquages au sol, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, il faut vraiment pas se voiler la face. Également aménager des stationnements, parce que si on veut que les gens circulent à vélo, il faut peut-être aussi qu'ils puissent mettre leur vélo dans des endroits qui soient sécurisés. Donc il y a un travail qui doit être fait là-dessus. Et puis en 2025, il y aura un gros travail participatif. Donc certes, il y a déjà des actions qui sont menées avec le vélo club de l'ESCO, avec notre police municipale, avec le service de développement durable, où il y a des sorties avec nos élus. Il y a des sorties qui sont faites à vélo. Et puis on repère les endroits qui sont problématiques, tout est listé, et progressivement, on va essayer d'améliorer les choses. Rappelez quand même qu'on était quand même avant-gardiste, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. On a mis en place le savoir rouler à vélo dans les écoles depuis de nombreuses années, notamment par l'intermédiaire de Joël Dupont, qui était vraiment notre référent, le président de l'amicale des anciens écoles de golf, que je voudrais remercier parce qu'il a mené ça au bout de force pendant de nombreuses années. Et on a aménagé donc, dans chaque cours d'école quasiment des circuits vélo pour apprendre aussi à nos élèves, à nos enfants, à faire du vélo et aussi à assister sur le port du casque et sur la qualité des vélos avec des périodes, des ateliers qui sont menés régulièrement sur la zone. Voilà Jean-Luc. Et aussi un partenariat avec l'ADAV. C'est vrai que pendant longtemps, l'ADAV est bien implanté sur le secteur. Et le président de l'ADAV, de l'antenne du Valenciennois, M. Dubrasso, et il a un apport aussi important. Et là, donc, on a signé une convention avec eux depuis 2 ans, 2-3 ans, pour essayer aussi d'avancer, de changer de braquet. Voilà. On a décidé de changer de braquet pour arriver à avancer un peu plus vite sur la pratique du vélo en ligne. Prochaine question par Marilyn. Que ce soit au quotidien ou à chaque moment du... Non. Et le trail, c'est du monde, hein. Il y a du monde, c'est pas un exercice facile, hein. C'est pas un exercice facile. Pour circuler ou à chaque moment du quotidien, la sécurité est une préoccupation majeure pour les habitants. Quelle est la marge de manœuvre de la ville en la matière? Alors c'est vrai qu'il y a plein de points importants, des sujets sensibles, la sécurité en est un. Alors c'est vrai qu'on a été avant-gardiste avec cette fameuse police pluricommunale que certains continuent de décrier. En tout cas, les 3 maires qui portent le projet, donc avec les collègues de Rennes et de Petite-Forêt. Donc nous, on est tout à fait satisfaits des résultats. Ça nous permet de mutualiser les moyens. Vous savez, en ce moment, quand vous avez des épidémies qui dessinent des services, si vous vous retrouvez avec, moi dans mon coin, les autres villes aussi dans leur coin, avec 1 ou 2 agents de police municipale, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc déjà, l'avantage, c'est de pouvoir avoir un nombre important de policiers sur le périmètre. On est proches les uns des autres, on a les mêmes problématiques. Donc on met en commun nos effectifs, les moyens techniques que l'on a, et ça permet d'avoir donc une réponse systématique. Et on a actuellement plus de 2 demi-journées sans patrouille. Avant cette police pluricommunale, même avec 7-8 agents au niveau de la police en main, il pouvait m'arriver d'avoir des demi-journées où si la personne est toute seule, elle ne peut pas sortir. Donc là, c'est un apport important d'avoir cette police pluricommunale. Alors, il faut des effectifs, il faut aussi, bien évidemment, un travail partenarial, et je vous remercie d'être présent avec la police nationale. Donc, je remercie bien évidemment le commissaire divisionnaire, ou donc son adjoint. C'est vrai que quand il y a des gros soucis, vous êtes toujours joignable et disponible. Et puis, on a donc des activités régulières qui sont menées entre la police municipale, la police nationale, et nous avons des rendez-vous très réguliers avec le capitaine Benvenuto et le major Murdin qui viennent. Donc, on se voit au moins tous les 2 mois. Ça tombe justement demain matin. C'est un peu du hasard, mais ça nous permet aussi de cibler et de revoir un peu comment on peut mener les actions. Donc il faut du monde sur le terrain. Plus j'aurai de police nationale, mieux ce sera également, parce que je pense qu'on est un gros territoire et qu'il y a quand même un manque d'effectifs. Au niveau de la ville, des moyens complémentaires. Donc pour cette année, il a été décidé de recruter en tout cas un policier municipal en complément. Et j'espère que mes collègues feront de même sur les autres communes, qui nous permettra d'avoir une équipe en plus pour intervenir. On a aussi la vidéoprotection. Aujourd'hui, il ne faut pas se voler la face, il faut du monde sur le terrain. Et la vidéoprotection, on a une centaine de caméras sur la ville.
150 000 € par an. Donc on change les vieilles caméras qui sont plus fonctionnelles, on en met des nouvelles. Cette année, on va vraiment resécuriser l'entrée de la ville par la Croix d'Anzin, tout ce qui est sur la rue Jean Jaurès et notamment la Bloche-Borne où il n'y a quasiment aucune caméra avec la réhabilitation du quartier. Il faut changer parfois le matériel informatique dans le cadre de supervision en main. Donc on fait un travail régulier donc, depuis de nombreuses années. Ça permet de cibler les actions et ça permet par exemple, donc là on a 4 LGP, sur les 4 LGP, on a 2 qui peuvent devenir policiers municipaux. Ils sont intéressés donc, de rester notamment sur les rues d'Anzin. Donc ça va nous permettre d'augmenter les effectifs de police municipale avec une palette qui est beaucoup plus importante que les ASDP. Alors il y a la prévention, il y a la répression bien évidemment quand il faut, et puis il y a toutes les actions qui sont menées aussi à côté par notamment notre service de médiation sociale, pour notamment tout ce qui est conflit de voisinage. Avant d'arriver à des conflits plus importants, on a aussi donc nos médiateurs qui peuvent aller sur place pour essayer de dédier les problèmes avec une élue référente. Et après en prévention, on a aussi donc le comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance qui permet de mettre en place plein d'actions de prévention, notamment pour les jeunes. Je pense que j'ai déjà été suffisamment long sur ce sujet. Donc c'est un sujet qui est important, qui bouge très régulièrement. Il peut y avoir des choses qui n'existaient pas il y a quelques temps, notamment je pense aux proxénétisme des jeunes. Il y a une flambée depuis peu de temps et donc il faut qu'on ait des moyens d'action et donc une réactivité sur les nouvelles problématiques qui peuvent arriver sur notre territoire. Voilà. Très bien. On entend beaucoup parler du budget de l'État en déficit et les difficultés pour les collectivités de faire face à leurs dépenses. Monsieur le maire, comment se portent les dépenses de la ville d'Anzin? Alors, tout d'abord l'État. On a eu l'histoire du nouveau Premier ministre qui va être censuré, qui ne va pas être censuré. Toujours est-il que la grosse problématique, c'est qu'il y a un déficit. De toute façon, à un moment donné, on va tous payer l'addition. Les collectivités, on nous annonce que ça va être moins prévu, donc de 5 milliards à plus de 2 milliards d'économies. Donc de toute façon, on sait que tout le monde va être mis à contribution. Il y a déjà donc le département, la région, le département est exsangue quasiment, donc on a déjà des annonces, on nous dit voilà, sur la prévention spécialisée, un exemple, c'est 25% de subventions en moins. Il n'y a pas d'actions qui vont être moins remboursées, ou moins subventionnées. Soit les communes vont pouvoir le faire, soit il y a des services qui vont être supprimés. Donc c'est vrai que il y a une gestion rigoureuse. C'est vrai que certains trouvent que je suis parfois peut-être un peu trop rigoureux dans mes études, mais cette gestion nous permet d'envisager l'avenir sereinement pour pouvoir continuer à investir. Une commune qui n'investit pas, qui ne bouge pas, la commune est morte. Donc il faut absolument se renouveler régulièrement. C'est ce qui nous permet de tenir le coup et d'avancer. Donc en 2024, nous avons fait 5 millions d'euros d'investissement. 2025, le budget va être voté dans une dizaine de jours. C'est plus de 6 millions d'euros qui est prévu. En 2020, pour ce mandat, j'avais annoncé 25 millions d'euros d'investissement. Mandat compliqué. Crise sanitaire, confinement, pendant un an, il ne se passe rien, et en disant un an, je suis encore... Puis la guerre en Ukraine, crise énergétique. Donc c'est vrai que c'est un mandat qui est très compliqué, mais malgré ça, on arrivera à faire. À l'instant T, nous sommes déjà à 27 millions d'euros. Et si je rajoute, même si je ne fais pas les 6 parce que c'est toujours parfois du retard, on sera au minimum à 32 millions d'euros d'investissement qui, pour une commune de notre strate, est énorme. Et ça représente donc un tiers de plus que ce que je vous avais promis en 2020. Donc les promesses sont tenues et ça nous permet de faire des grosses réhabilitations. La nouvelle école Simone Veil, c'était le gros projet, 7 millions d'euros. C'est une école qui est magnifique. Les enseignants ont vraiment de quoi travailler dans les bonnes conditions et les enfants sont contents d'aller dans cette école qui est extraordinaire. Et toutes les autres écoles seront réhabilitées. 2025, on va réhabiliter donc, le reste de l'école de golf qui n'a pas été réhabilité. On a la salle Jules Ferry qui est en cours de travaux, 1,6 million. On va mettre de nouveaux panneaux photovoltaïques sur l'école Simone Veil pour 400 000 euros. Et là, on va donc produire de l'électricité qui permettra d'alimenter nos bâtiments dans un rayon de 2 km. Ce qui veut dire que tous nos bâtiments pourront être desservis par cette autoconsommation. Et puis cette figure budgétaire, et ça c'est un point important, ça nous permet d'avoir ce que j'appelle moi un budget solidaire. Un budget solidaire, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que depuis 2009, les taux d'imposition sur la ville d'Anzin n'ont pas augmenté. 2009, aucune augmentation des taux d'imposition. Et pour 2025, sera proposé dans 10 jours de maintenir le même taux d'imposition. Quand je lis le dernier bulletin municipal qui vient de sortir, et que je vois dans la tribune politique l'opposition qui annonce une augmentation des impôts, c'est complètement faux. Alors les élections municipales approchent, c'est 2026, on va commencer à raconter n'importe quoi. On est là aussi pour dire la vérité et comment sont les finances de la ville. Donc il n'y a aucune inquiétude à y avoir, les taux vont rester identiques, et surtout on va maintenir les tarifs que vous avez 1,50 € pour la cantine, avec des repas qui sont de qualité. Pour tout le monde. Vous avez l'accès gratuit à la médiathèque, au conservatoire sauf pour la location d'un instrument, à l'école des sports. Les études dirigées, c'est un prix territoire. On maintient tous les services à la population et avec aucune augmentation de ces tarifs, et ce sera de nouveau le cas en 2025. C'est une question par Jean-Luc. Donc on parle beaucoup de l'attractivité de la ville. Pensez-vous qu'Anzin soit une ville attractive? Alors le film, alors c'est vrai que je félicite les itinérantes et Service-Homme. C'est vrai que je pense que c'est le meilleur film depuis 2008 que l'on puisse présenter à la population. Le principe, c'est vrai, c'était de dire voilà, on se réveille, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là, il y a plein d'activités, mais ça vous montre un petit peu tout ce qui est proposé par les services municipaux, mais également par toutes nos associations, par nos commerçants, par tout le monde économique, par tous ceux qui font que la ville d'Anzin est présente, bouge, dynamique. Et je rappelle toujours, c'est vrai que pour avoir une attractivité, il n'y a pas de critères, il faut avoir des espaces verts. Donc c'est vrai qu'on a maintenant deux beaux espaces verts, on est beaucoup moins minéraux qu'auparavant. On avait promis de travailler sur les entrées de ville. C'est sûr que quand vous arrivez là-dedans dans un, vous avez cette fresque qui est magnifique. Pour dire qu'elle est magnifique, parce que même sur Facebook, on n'a pas eu une critique. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Vous faites un poste, il y a toujours des critiques. Donc là, on a une fresque qui remonte le passé, il ne faut pas oublier d'où on vient, et l'avenir. Et donc, il y a une deuxième fresque qui va voir le jour dans les semaines qui arrivent, cette fois-ci en venant de Rennes au niveau de l'espace municipal André Parent. Et vous aurez donc de nouveau une fresque digne de ce nom, de nouveau par le même graffeur Isgraph, qui va donc réaméliorer l'entrée de ville. C'est également aider ses commerçants. Pour être attractif, il faut qu'on ait des commerçants. Et les commerçants, la vie est difficile. Quand on est entre le centre commercial, Auchan, Petite Forêt, le cœur de ville de Valenciennes, Leclerc qui est aussi une enjambée sur l'avenue Macaret, c'est pas tous les jours facile. Donc on a mis en place sur ce mandat des aides au loyer pour les nouveaux commerçants et sur des commerces que l'on n'a pas. Donc, depuis cette mise en place, nous avons aidé 8 commerçants. Et en 2026, il y aura donc également la mise en place d'un droit de péremption sur certains locaux pour arriver à maintenir l'activité commerciale digne de ce nom sur la ville d'Anzin. Pour plein de choses sont mises en place, et puis j'insiste, parce que c'est vrai que j'ai toujours dit, et ça tant que je serai maire de la ville d'Anzin, il n'y aura pas de stationnement payant sur la ville. Il n'est pas de question qu'on mette du stationnement payant. Ça reste un élément important pour nos habitants, pour nos commerçants, parce que je connais de plus en plus de Valenciennois qui effectivement montent sur Anzin pour faire leur course tranquillement et n'hésite pas d'avoir la voiture qui va passer pour se faire verbaliser. Nous, les agents passent, il y a une zone bleue, mais en tout cas le stationnement reste en payant. On a les transports en commun qui permet aussi d'avoir une activité importante pour notre marché bi-hebdomadaire, le mardi, le vendredi. Les conditions climatiques en ce moment sont compliquées, en été il y a plein de monde, les gens viennent des différents sites, pas de la ville d'Anzin, et c'est vrai que les transports en commun permettent également d'amener du monde sur la ville et donc d'améliorer à chaque fois l'attractivité. Alors l'attractivité de la ville, c'est quelque chose qui est à travailler, on travaille, parce qu'entre la perception des habitants qui ne sont pas dans l'Anzin et de nous, ce qu'on voit, il y a encore des choses à améliorer, à montrer que la ville bouge et continue de bouger. Et le meilleur retour, c'est quand on a de nouveaux habitants. Des nouveaux habitants qui viennent nous voir en disant « J'habite en Anzin, je vais déménager, j'habite pas là, je suis surpris de tout ce que vous nous proposez. » Et quand on avait dit initialement en Anzin, nos amis en Anzin, et maintenant, nos amis à la limite, ils nous demandent si tu vois une maison à vendre ou quelque chose, tu nous dis parce que
On voudrait bien venir aussi par rapport à tout ce qui est proposé au niveau de la vie culturelle, associative, sportive, tous les services à la population, les services publics. Il y a tout ce qu'il faut et on est à 2 km de l'autoroute pour ceux qui veulent partir travailler sur la région lilloise et on a vraiment tout ce qu'il faut sur notre ville. Donc oui, pour moi, notre ville est attractive et le devient de plus en plus. Marie-Louise. En matière d'amélioration de notre cadre de vie, quelles sont les principales réalisations de l'année qui vient de s'écouler? Alors, avant d'évoquer ce qui a été réalisé, c'est le cadre de vie. Un des critères les plus importants et qui est un critère indépendant, c'est le label de ville et village fleuri. Alors, village fleuri, c'était je mets les fleurs, je coupe l'arbre. Aujourd'hui, ce label, c'est vraiment le cadre de vie d'une ville. Nous avons donc obtenu les 3 fleurs donc, en 2020, et lors du dernier passage, les 3 fleurs ont été maintenues avec des encouragements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils trouvent qu'il y a des améliorations. Il y a une végétalisation qui est de plus en plus importante sur notre ville. Il faut se rappeler qu'on avait quand même Vallourec avec toutes les industries que l'on avait autour. Aujourd'hui, on a donc le parc d'Ampierre, on a Valmont, il y a les rues de l'Escaut, il y a le parc Mathieu, la végétalisation sur les différents secteurs. Et à chaque fois, on essaie d'amener un plus. Donc dernièrement, il y a eu quelques aménagements qui ont été faits également sur la place Roger Salengro. Il y a des travaux qui sont faits dans les cours d'école. On va végétaliser donc les cours d'école. Le gros travail ici, parce qu'on va avoir une école pilote, ça va être l'école Carpeau, avec 250 000 € d'aménagement pour une vraie végétalisation, pour essayer de diminuer les effets de chaleur l'été. Le cadre de vie, c'est tout ce qu'on met en place, c'est la sécurité, c'est le commerce, c'est aussi les voiries. Alors c'est vrai, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de trous dans les voiries, j'habite en Zin, je travaille aussi en Zin, il y a des trous, on essaie de les compenser, on refait des voiries. 2024, pour ceux qui disent qu'il ne se passe rien, alors c'est sûr qu'il faut aller dans les routes qui ont été refaites. 2024, plus de 400 000 € ont été réalisés. Ont été refaites complètement la rue derrière les. Il y a quand même une certaine longueur. La rue Saint-Vov, qui est une rue qui est également très importante. La rue du Miller, refaite complètement. Il y a eu des aménagements sécuritaires au niveau de la cité Talamo, avec une remise aux normes de tous les plateaux, des aménagements rue des Déportés, des aménagements sur la Côte de France. Donc il y a des programmes de voirie qui sont refaits régulièrement. Pour 2025, plus de 600 000 € vont être dépensés pour essayer de refaire certaines voiries. Donc il y a des endroits où on fait que des petits tronçons et des endroits où on refait complètement. Donc cette année, pour 2025, va être proposé la rue Marceau, qui est une rue importante et assez longue, une partie de la rue Carnot, sur la rue de la Paix et la Côte de France, une partie de la voie montante de la place Roger Salengro, cité d'Armonville, les travaux sont en cours, et puis on a des travaux qui sont communs avec des aménagements réalisés par l'AGLO ou dans le cadre de la rénovation de la Besançon, vont être faits. Donc la rue Lac-Pousseau, puisqu'elle est déjà en travaux, et là de gros aménagements qui vont être réalisés. Rue Paul Bert, qui va être refaite complètement, la rue du Filier, qui va être refaite également, création d'une nouvelle voirie sur l'ancien site de la Besançon, nouvelle voirie qui sera dénommée prochainement au conseil municipal, et pour ceux qui habitent la Besançon, ne vous inquiétez pas, il y aura de nouvelles réunions qui vont avoir lieu, et quand on réhabilite, je pense notamment sur ce secteur-là, de 22 vraies places de parking, vous allez avoir 120 places. Et des arbres vont apparaître, puisque aujourd'hui, on est dans l'obligation, si on veut améliorer notre planète, de mettre des arbres pour absorber les gaz à effet de serre. Donc on essaie d'aménager au mieux, mais effectivement, vous avez un budget, nous avons un budget, et on essaie de le gérer au mieux et d'avancer dans les différents domaines. Il y a également la rue de l'Escaut, qui sera refaite complètement, donc pour avoir une idée, donc il y a quand même de nombreux chantiers qui vont être mis en place en 2025. Alors les chantiers sont en train de désagréments, et j'ai des collègues qui me disent, oh, nous 2025, les chantiers de voirie, on ne fait quasiment pas parce que ça entraîne des désagréments, les habitants ne vont pas être satisfaits, mais je pense que le principe c'est d'avancer et d'améliorer ce qui doit être amélioré. Donc voilà tout ce qui doit être réalisé cette année pour améliorer encore notre cadre de vie à tous. Et puis, j'avais oublié, c'est important, et je voulais insister là-dessus, je termine là-dessus, c'est la propreté urbaine. Sincèrement, j'apporte tout mon soutien à mes employés qui sont sur les trottoirs, sur les routes, par tous les temps.
Si nos habitants, certains de nos habitants étaient plus propres, ils auraient aussi moins de travail à effectuer. Parce que c'est certains secteurs, les employés passent tous les jours. Donc tout le monde doit participer à cet effort. Tout le monde doit participer. Alors là aussi, on va réinvestir dans une nouvelle nettoyeuse. Pour donner une idée, quand on va acheter quelque chose de qualité, c'est 160 000 €. 160 000 € pour acheter une nouvelle balayeuse. Bon, donc il nous en faut une, elle est un peu défaillante, vieillie, mais donc on met les moyens aussi pour nos employés. Mais je voulais aujourd'hui les féliciter pour tout le travail, parce que c'est un travail où certains me disent, le lendemain je repasse, j'ai l'impression que j'ai rien fait la veille. Donc il y a un travail qui est important. Je trouve qu'il y a quand même une amélioration notable, et en tout cas quand je vais me promener, vraiment en marchant plutôt en courant, et que je quitte les frontières de la ville d'Anzin, je peux vous dire que quand on passe la frontière de la ville, on se rend compte tout de suite qu'on n'est plus sur le même territoire, parce que la propreté n'est pas tout à fait au même niveau. Voilà de mon côté. Je peux permettre que vous avez parlé d'une nouvelle rue. Le quartier de l'Esport. Oui, nouvelle rue. Petite idée du nom. Voilà, c'est vrai qu'à proximité, il y avait une personnalité qui était plus connue à l'extérieur que de la ville d'Anzin. Vraiment un artiste de l'art naïf qui a exposé à Tokyo, aux États-Unis, au niveau de l'international. Donc c'était M. Jacques Krovic qui habitait à 100 mètres donc, de la place de la Meuse-Blanche. Et donc pour la nouvelle voirie qui va être fonctionnelle d'ici la fin de l'année, je vais proposer que cette rue s'appelle la rue Jacques Krovic. Voilà. Merci. La prochaine question par Jean-Luc. Jean-Luc, je me méfie, il pose toujours des questions. C'est pas méchant. Donc il reste encore un certain nombre de friches réhabilitées, je pense notamment anciennement chez Friche Ford, en plein centre-ville, où en sont les différents projets, et pourquoi est-il prioritaire? Alors, les friches. Ah, je peux vous dire que si j'étais chevelu, c'est en grande partie lié aux friches. Alors, déjà, quand tu as pas de friche, c'est long. Carpo, 2008, le projet était déjà lancé quand je suis arrivé. Il vient quasiment de se finir plus de 15 ans. Friche du Terme, les logements viennent d'être livrés. Entre le moment où on a commencé à prendre en charge la friche du Terme pour de la cave, quasiment la même chose, 15 ans. Sur la friche Ford, alors là on accumule. Il y avait Ford et les batteries qui ont coulé, recoulé, recoulé. C'est un site qui est très pollué. Et non seulement il y a la pollution, donc qui a été traitée par un premier temps par ce qu'on appelle l'établissement public foncier, mais en plus il y a des carrières souterraines. Parce qu'on a des carrières de craie, il n'y a pas eu que de la mine. Donc le projet a été lancé, selon les projets, on doit redépolluer selon les sites. On a vu tout ce qu'on a connu depuis donc, ce mandat. Et quand on refait une analyse, donc c'est l'AGLO qui porte le projet, qui initialement était uniquement sur la ville d'Anzin. Il y a un déficit d'opération. Le déficit d'opération est payé par moitié par l'AGLO, par moitié la ville d'Anzin, comme c'est sur toute la ville. Et heureusement que l'AGLO est là. Et je remercie les techniciens qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner. Donc sur ce projet, à un moment donné, on vient de voir en disant qu'il faut redépolluer, il faut retraiter les carrières. C'est quasiment 4 millions d'euros à remettre en plus. Donc ça veut dire 2 millions pour nous aussi. Donc 2 millions, je les trouve pas sur le machin, et on a un projet qui est prévu. Donc on a réussi avec l'aide du sous-préfet l'année dernière, donc Guillaume Quenet, je remercie, d'avoir une subvention de l'État de 1 million d'euros. Des réanalyses sont refaites actuellement. On a une réunion de nouveau dans 10 jours. Il semblerait que ce soit un peu moins, on devrait être aux alentours des 3 millions d'euros, donc 3 millions moins 1 million. Ça veut donc dire qu'on aura donc de notre côté 1 million à remettre en plus pour traiter cette friche. Mais j'espère que le projet que l'on a actuellement, projet qui est porté par le groupe Carrère, promoteur, va pouvoir voir le jour. Ils sont toujours motivés pour venir. Et j'espère avoir les premières rues d'ici fin 2025, début 2026, sur ce site Ford. Alors si j'avais que ce site-là, on a également, donc la Meuse-Blanche, ça y est, on a avancé, c'est parti. Les rues, les espaces publics vont être remis à neuf. Et on espère également avoir les premières constructions qui vont sortir de terre dans les 3-4 mois qui viennent. 16 logements collectifs, 3 maisons individuelles. J'espère avoir des commerces, mais si je veux des commerces, il faut qu'on aille chez les commerçants aussi. Et il faut qu'on ait de la population qui aille sur ce site. Et il reste aussi notamment Valmont,
qui est en partie construit, mais qui a encore des parcelles, et les rives de l'Escaut. Souvent, on oublie que les rives de l'Escaut, c'est Anzin. Donc, les rives de l'Escaut, avec la Cité des Congrès, il y a encore un immeuble qui est sorti pour des bureaux. C'est une grosse zone d'activité économique pour tout ce qui est numérique. Et rappelez qu'à Anzin, nous avons une des plus grandes écoles du monde de tout ce qui est des écoles Rubica avec Supercogame, l'Institut supérieur de design. Tout ça, c'est à Anzin. Donc Rubica, le site, effectivement, parce que l'entrée du parking, c'est Valenciennes, mais 90% du site, c'est Anzin, et nous avons donc sur notre territoire une des plus grandes écoles du monde pour tout ce qui est jeux vidéo. Donc voilà tout ce qui se passe et tout ce qu'il va y avoir sur notre vie. Donc les friches, c'est compliqué. On y travaille avec tous nos collaborateurs, c'est un travail que l'on met sans cesse et ça prend du temps. En plus de temps que l'on voudrait, mais on a des contraintes et en plus on est parfois sur un périmètre du patrimoine mondial de l'UNESCO avec des obligations contraignantes pour les architectes et les promoteurs qui viennent sur site. Voilà pourquoi c'est aussi long. C'est à dire pour la prochaine question. Alors, nous avons tous remarqué que l'école Giard et Voltaire ont été démolies. Pouvez-vous nous dire où en est le centre culturel, s'il vous plaît? Voilà, les chantiers, c'est vraiment des bonnes nouvelles quand on a des gros chantiers. Est-ce que je peux me permettre? Je pense qu'on est tombé sur un os. C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc en fait, on va commencer les démolitions. Le centre culturel, c'est vraiment aussi, c'était le gros projet de cette année en plus de l'école Simone Veil, où on doit délocaliser le conservatoire 250 élèves. C'est un conservatoire qui pourrait être labellisé départemental, avec donc un nouveau directeur qui est arrivé cette année, une nouvelle génération qui est dynamique. Donc on va avoir dans un même bâtiment le conservatoire, l'école de danse Solitico, qui est clairement l'école de danse du théâtre, menée par Coralie Urbaniak, qui est également de renommée, qui dépasse largement le Valenciennois. Et nous allons avoir également sur ce même bâtiment le campus des musiques actuelles, qui est arrivé il y a une année maintenant, un peu éjecté de la ville de Valenciennes, il faut le dire, et nous avons été bien heureux nous de les accueillir car c'est une proposition culturelle très importante. Donc le centre culturel est programmé, bien évidemment, on est tombé, il y a un système sur des os, des ossements, qui ont nécessité d'alerter donc les services d'archéologie, qui ont décidé que ça pouvait les intéresser, qu'il fallait bloquer le chantier et qu'ils allaient venir pour voir un petit peu comment ça allait se dérouler. J'espère que ça va prendre moins de temps que l'Arsenal de Valenciennes, parce que le projet est compliqué. Donc pour essayer de gagner du temps, le service d'archéologie de Valenciennes Métropole va venir sur site, repérer un petit peu, parce qu'on a un gros périmètre, puisque les deux écoles vont être démolies, on démolit l'inspection d'académie, donc peut-être qu'il y a des périmètres où il n'y a pas d'ossement. Le projet lancé, le premier jury qui comporte le centre culturel et théâtre, parce que c'est un projet commun, le premier jury se réunit le 24 janvier pour choisir donc sur les 10 groupes en commun qui se sont réunis, 3 vont être présélectionnés. Et puis après, ça y est, on part dans l'aventure. J'espère qu'on ne perdra pas trop de temps. Le théâtre, même chose, donc tout est lié. Rappelez quand même, la totalité du projet, c'est plus de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros qui vont être investis sur notre commune, par l'aglo, par la ville, pour faire dans le troisième pilier culturel de l'aglo, après le Phénix de Valenciennes, après le Boulon à Vieux-Condé, pour tout ce qui est art de l'art notamment, la ville d'Anzin sera le troisième pilier culturel qui permettra aussi d'augmenter de façon notable notre attractivité avec le théâtre, le centre culturel et notre théâtral digne de ce nom avec une équipe qui permettra d'avoir des spectacles comme on avait dans les meilleures années de notre théâtre. Voilà le troisième pilier sur les musiques actuelles de la ville. Je donne la parole à Léonie. Que faites-vous pour la jeunesse? Alors c'est vrai que cette année j'en profite parce que on va faire un nouveau format, puis l'année prochaine on ne pourrait rien dire. L'année prochaine on ne peut rien dire, 2026, dernière année des élections, donc année municipale, donc on ne peut rien dire. Donc là c'était l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui est mis en place. Alors sur la jeunesse, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'était aussi un des objectifs. On a fait un nouveau format, puis l'année prochaine on ne pourrait rien dire. L'année prochaine on ne peut rien dire, donc là c'était l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui est mis en place. Alors sur la jeunesse, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'était aussi un des objectifs. On a fait un nouveau format, puis l'année prochaine on ne pourrait rien dire. Donc là c'était l'occasion de faire un peu le point sur tout ce qui est mis en place. Alors sur la jeunesse, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'était aussi un des objectifs.
On a des difficultés sociales sur la commune, il ne faut pas non plus se voiler la face, c'est pas tous les jours facile, mais c'est important d'avoir donc une formation appropriée et la mieux adaptée possible pour nos enfants. Donc c'est vrai qu'on a fait le pari de mettre vraiment des dizaines de millions d'euros pour la réhabilitation quasiment de toutes les écoles. Alors si elles ne sont pas encore toutes finies, il ne reste plus beaucoup. Ça permet donc d'avoir un meilleur accueil, de mettre du nouveau matériel dans les écoles. Les enseignants, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont aussi de façon de travailler qui évolue et sont plus contents de venir dans une école qui est toute neuve, une école qui est devenue passeur thermique et où tout ce qui est en informatique est un peu vieillissant. Donc on a mis le paquet sur les écoles, sur les micro-cantines, même chose. Aujourd'hui, tous nos élèves, tous, puisque la dernière micro-cantine a été réalisée et est fonctionnelle, tous nos enfants mangent sur place. Donc on produit, on est sur place, ils ne prennent plus le bus, ils ont un temps qui est plus long pour pouvoir prendre leur repas de midi, ils ont un accueil, ils peuvent avoir des activités. Voilà ce qui a été fait déjà depuis quelques années. Donc la micro-cantine, 2024, j'avais promis pour ce mandat un lieu d'accueil pour nos jeunes. Et donc on a fait l'inauguration avec M. le sous-préfet, avec la vice-présidente de la CAF, du lieu d'accueil, du ce qu'on appelle le LAP, le d'accueil loisirs de proximité pour nos jeunes. Et je pense que les jeunes, les parents qui sont venus voir un petit peu ce qui se passait sur site se sont rendus compte de la qualité de l'accueil avec 2 techniciens qui sont sur place pour les accompagner, pour aussi mener des projets. Ils ne sont pas uniquement là pour venir discuter. Il y a des projets qui sont menés avec eux. Ils ont également participé à l'aménagement notamment de la cour pour le Grand par exemple. Donc c'est du participatif et c'est vrai que c'est important d'avoir des jeunes qui participent. Et puis on a la cité éducative qui est commune avec la ville de Valenciennes. Ça nous permet d'avoir un abondement financier conséquent, 200 000 € pour les 2 communes, pour proposer des nouvelles façons d'appréhender les apprentissages. Donc il y a des concours d'élégance, il y a un bibliobus qui vient dans les cours d'école, il y a des formations pour nos ATSEM, pour le personnel qui est dans les écoles, pour les enseignants, pour aussi l'appréhender différemment. Il y a l'accompagnement également à la scolarisation, à la première scolarisation. Il y a des passerelles entre la crèche et la maternelle. Il y a des actions qui sont menées dans le cadre de ce qu'on appelle les coups de pouce. Donc il y a plein d'actions qui sont menées pour essayer que nos jeunes soient à la sortie de l'école en capacité de pouvoir aller dans les métiers qui les intéressent, en rappelant qu'à proximité, nous avons donc un lycée professionnel, nous avons une université polytechnique qui est sur le Valenciennois, et puis on a des grandes écoles comme Rédica, et tout le monde peut avoir accès. Il faut se donner les moyens, il peut se dire ah non, moi c'est pas possible. J'ai un de mes petits jeunes que je vois au cabinet médical qui est à Rédica, qui est originaire d'Anzin. Il y a des aides possibles, il y a des bourses possibles, parce que c'est vrai que c'est des écoles qui coûtent cher, mais tout le monde doit avoir des objectifs, et il faut que notre jeunesse se rende compte qu'on a sur place tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs et se donner les moyens. Et nous essayons de donner les moyens à nos jeunes et à nos enseignants pour arriver à avoir un bel avenir à nos enfants. Nous avons les sentiers éducatifs, en collaboration avec le CAPEP et notre service emploi et aussi nos 2 techniciens qui sont avec les jeunes de 16-25 ans. Et pour les jeunes, nous les aidons financièrement pour obtenir le PAFA et pour l'obtention du permis de conduire pour ceux qui ont des projets professionnels. Et également, un petit mot pour tout le service jeunesse. On a un gros service jeunesse parce que notre CLSH, je peux vous dire qu'au mois de juillet, c'est quelques centaines d'enfants que nous accueillons avec des sorties diverses et variées et un accueil qui est vraiment de qualité. Et donc je tenais aussi donc, à féliciter toutes les équipes qui travaillent sur différents projets et tous les animateurs que l'on recrute. Il y aura un recrutement dans quelques semaines pour accompagner nos jeunes qui ont envie de faire autre chose que de rester à la maison durant les grandes vacances, mais également les petites vacances scolaires, puisqu'il y a un accueil dans toutes les vacances, sauf les vacances de fin d'année. Voilà ce qu'on fait pour nos jeunes. Bon, dis-moi. Vous accompagnez les jeunes en période scolaire, mais aussi les animateurs au niveau du PAFA. Oui, bien sûr, on essaie d'accompagner au maximum temps scolaire, hors temps scolaire. Il faut que nos jeunes aient une activité, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes.
La prochaine question sera posée par Gaëlle. J'ai déjà entendu dire qu'Anzin est une ville inclusive. Qu'entendez-vous par là? Alors, une ville inclusive, c'est vrai que c'est le motif aussi depuis 2008, c'est ça pour tout le monde. On peut tous, à un moment donné de sa vie, avoir un problème. On peut être licencié, on peut avoir un problème de santé, on peut avoir un handicap. Donc le principe, c'est d'arriver à venir en soutien à nos populations qui sont éventuellement en difficulté. Donc une ville inclusive, c'est ça, c'est de prendre tout le monde et de ne laisser personne, en tout cas d'essayer de laisser le moins de monde possible au bord du champ. Alors nous avons la chance d'avoir l'APEI, le site Anzinois est le site le plus important pour l'APEI, donc nous avons un gros travail partenarial qui est réalisé donc, avec eux. Nous venons de renouveler la labellisation qui s'appelle la labellisation 3A, c'est-à-dire que nous avons du personnel pour tous les accueils, que ce soit la mairie ou les autres proximités, nous avons du personnel qui a été formé pour recevoir les personnes qui ont un handicap intellectuel, quelqu'un qui ne maîtrise pas bien la langue française, des personnes plus âgées qui ont des troubles neurologiques éventuellement. Donc nous avons du personnel formé pour accueillir et pouvoir réaliser les formalités nécessaires. Ensuite, on n'en est pas peu fiers. Nous avons mis en place durant ce mandat ce qu'on appelle l'atelier bleu. C'était la première fois en France qu'une municipalité mettait en place des ateliers d'art plastique pour des enfants atteints de troubles neurosensoriels, donc des différents dys, des troubles du spectre autistique, mais ils ne sont pas uniquement avec des enfants qui ont des troubles neurosensoriels, mais également des enfants qui n'ont pas de troubles, qui sont présents avec du matériel particulier pour les accompagner. Et on a donc deux personnes qui les accompagnent, donc Véronique Srifiziak qui nous aide déjà également, qui travaille avec nous dans le cadre des ateliers d'art plastique Ninja, qui fait un travail remarquable, qui est accompagné de quelqu'un de spécialisé pour prendre en charge les enfants qui ont des difficultés, car on doit ouvrir la porte à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un atelier qui nous tenait à cœur et que nous avons mis en place. Ensuite, nous avons le mois d'inclusion, et c'est l'inclusion pour tout le monde. On est tous un peu spéciaux, hein. On est tous un peu particuliers, on ne peut pas dire moi je suis normal, lui il n'est pas normal, on est peut-être tous un peu anormaux quelque part. Et donc il faut que l'on ait obligatoirement une prise en charge de toutes ces personnes. Donc l'inclusion, il y a un mois complet à la médiathèque au mois d'avril, la nuit du handicap au mois de juin, avec un travail qui est réalisé par notre service handicap et les différentes associations qui nous accompagnent. Sur une journée, c'est 400-500 personnes qui viennent voir un peu ce que l'on peut proposer avec plein d'activités, plein d'animations. C'est vraiment une belle journée. Nous avons également l'As des As, qui est présent sur la ville. Ce sont donc les autistes Asperger qui sont la cité Anatole, qui ont donc un lieu d'accueil avec quelqu'un qui est aussi sur place pour les accompagner. Et donc nous mettons en place vraiment le maximum de choses pour accompagner tout le monde. On a des obligations légales, logiquement c'est 6% du personnel qui doit être porteur de handicap. Nous sommes quasiment à 12%, parce que je veux que l'on accompagne tout le monde. Et puis on a eu l'avantage et l'honneur d'avoir le droit, Léo est venu faire une émission justement sur tout ce qui est mis en place sur la vie dans le cadre de Handicap TV. Et pour ceux qui veulent revoir un petit peu l'émission, c'est tout à fait possible. Nous accompagnons le collectif du Téléthon. Le Téléthon, pour la ville dans en 20 ans de temps, 150 000 € qui ont été donnés. Donc nos habitants ont amené 150 000 € au Téléthon. Bravo à votre collectif, bravo à toutes les associations qui travaillent aussi pour le Téléthon, et j'ai pensé notamment pour les copines, les tricopines, qui travaillent beaucoup avec leurs mains, et qui font plein d'actions pour le Téléthon, mais aussi pour d'autres associations qui ont besoin d'aide. Donc ça, c'est pour tout ce qui est volé handicap ou handicap moteur intellectuel. Puis on a tous ceux qui sont en difficulté sociale. Donc là, on a le service social, le CCAS, bien évidemment. Nous aidons autant que faire se peut l'espace de vie sociale, l'épicerie solidaire, qui se trouve sur le quartier Carpeau, avec toutes les équipes qui tournent autour du président, M. Manouvrier. Merci à vous tous pour tout le travail. Et puis, première ville du Valenciennois où on va avoir une crèche labellisée AVIP. C'est une crèche à vocation d'insertion professionnelle. Ça veut donc dire qu'il y a des places qui vont être réservées pour les personnes qui vont trouver du travail, qui doivent faire des formations, des enfants qui sont coincés. Ben, nous allons mettre en place cette possibilité pour cet accueil sur nos crèches. Voilà tout ce qui est fait.
avec aussi la Maison des Solidarités qui a été inaugurée l'année dernière. C'était pas digne de recevoir comme on recevait des personnes qui ont des difficultés, Restos du Cœur, Secours Populaire, donc ils ont un local tout neuf. On a eu la joie et l'honneur d'accueillir le fils de Coluche, qui est venu lui-même en personne, pour nous remercier de la qualité du travail qui est effectué en partenariat avec tous les bénévoles. Et les locaux sont mis à disposition gracieusement, et nous prions bien évidemment des fluides, parce qu'il y a des ateliers qui sont aussi réalisés, et que ce soit le Secours Populaire ou les Restos du Cœur, nous avons des moyens financiers qui restent limités, et je pense que c'est notre rôle, des collectivités territoriales, d'accompagner au maximum ces structures. Voilà. Ça termine. Tout le monde commence à voir ça. Un peu fort. Prochaine question, une question de Marie-Line qui ne la concerne pas du tout. Pas du tout. Et pour les seniors, monsieur le maire? Alors, les seniors. Ça c'est important. Ils sont nombreux, les seniors. Mais, alors, c'est important de l'évoquer parce que bon, je vous dis, 2025, 2026 approche, on fait du porte-à-porte, on va voir nos seniors. On me dit, oui, il paraît que vous allez supprimer ceci, supprimer cela. Bon, la vue dans un est reconnue pour faire plein d'animations pour tout le monde et pour nos seniors. Alors, il y a les banquiers d'automne, il y a les thés d'ensemble, il y a alors, la semaine bleue. 4 jours. Je pense, honnêtement, on a fait un vrai principe, c'est le mot qui veut dire, on a essayé de voir un petit peu ce qui se passait dans le Valenciennois, dans le département, dans les France, et au niveau national. Je pense qu'on est sur le podium, et je pense qu'on est sûrement les premiers, 4 jours complets, avec des animations, des gens qui viennent des cabarets parisiens. On a vraiment un spectacle de qualité sur les 4 jours, et toujours une vedette, quasiment digne de notre 14 juillet. Cette année, c'est donc Hélène Ségara qui était présente, ici, dans cette salle, pour des seniors. Alors, bien évidemment, la salle elle était pleine, comblée, et je pense que ça laisse aussi des souvenirs pour des seniors, et puis tout le monde apprécie ces moments de convivialité. Alors, il y a des animations, mais il y a également le soutien financier. Les fêtes de Noël viennent de passer, tous nos seniors, donc à partir de 65 ans et 60 ans pour les personnes qui sont seules, ils ont le droit donc, à un chèque cadeau de 40 € par personne, valable chez nos commerçants. Parce que c'est vrai qu'auparavant, on faisait des colis, et ceux qui venaient de, par exemple, de neige, là aujourd'hui, 40 €, et ça sera dépensé localement, chez nos coiffeurs, chez nos boulangers, chez nos commerçants qui peuvent être sur le marché, chez bouchers, chez Pâques, on oublie obligatoirement, mais dans nos brasseries qui sont sur la place, tous les commerçants qui acceptent d'avoir ce chéquier, nous, ça nous permet de rendre service à nos habitants, qui sont contents d'avoir ce chèque cadeau, et puis eux, ils rendent service aussi donc, à nos commerçants, on rend service à nos commerçants, en apportant également une activité commerciale complémentaire. Donc ça c'est important, et pour les personnes âgées qui ne payent pas d'impôts, il y a donc au mois de mai un chèque cadeau de 25 € qui leur est donné. Donc voilà tout ce qui est mis en place, qui va continuer à être mis en place. On a mis en place depuis l'année dernière le Café des Âges. C'est un moment convivial. Vous passez l'après-midi, il y a un sujet qui est évoqué d'actualité, et vous êtes là en toute convivialité entre vous à évoquer les sujets avec un animateur. Le Conseil des Sages. Alors on a mis plus de temps que le Conseil municipal des jeunes pour le mettre en place, mais ça y est, le Conseil des Sages va être instauré le 23 janvier. Et la même chose, vous allez vous réunir régulièrement avec des techniciens pour évoquer des sujets qui vous tiennent à cœur sur des aménagements de voirie, sur des actions qui sont données. Voilà ce qu'il y a. Et je termine par le portage des repas à domicile. Vous êtes de plus en plus nombreux, parce que de plus en plus les personnes âgées restent chez eux, plus sans repas. Aujourd'hui c'est compliqué, on n'a qu'une équipe. Donc pour 2025, ça y est. On vient d'acheter un deuxième véhicule, une deuxième équipe va être mise en place. Donc vous allez être servis dans des créneaux horaires qui vont être plus étroits, donc ce sera mieux pour vous. Et en plus, le personnel veut toujours qu'il y ait un lien social. Donc quand il vous apporte son repas, il vous demande comment ça va, c'est un problème, on contacte le CCS. Il y aura donc un moment de contact avec nos seniors qui sera également plus important par cette action. Voilà les principaux points. La grand-mère Angénoise tenait à vous remercier personnellement pour les chèques de Noël.
puisqu'elle a du cholestérol, et au moins elle n'est pas obligée de manger du pâté, et elle peut aller se faire coiffer sur Anzin. La prochaine question sera posée par Jean-Luc. C'est une question de sport. Il y a beaucoup d'associations sportives sur Anzin. Donc, pouvez-vous nous rappeler ce que vous faites pour soutenir les activités sportives et la santé? Alors, Dana, je savais qu'il allait faire des trucs qui étaient pas prévus. C'est ça un vrai animateur. Alors, moi, je vais déjà assister, c'est sur les associations, que ce soit sportives, culturelles, le principe est le même. On vous aide tous de la même façon. On ne doit pas prioriser la culture ou le sport. Donc, sur les activités sportives et sur le culturel, on en verra peut-être un peu plus tard. En tout cas, au niveau activités sportives, on a plein d'associations, avec des associations qui sont donc au niveau national, le handball, l'athlétisme, le futsal qui sont régional 1, mais qui correspond au niveau national 3. On a aussi des clubs avec des athlètes de haut niveau. Parce qu'il y a des sports collectifs, il y a des sports individuels un peu collectifs. Donc on a une athlète qui est à l'athlétisme qui vient d'être classée, labellisée athlète de haut niveau au niveau de la Fédération française. On a des athlètes aussi, enfin, des sportifs du club de karaté qui récemment été champion du monde de MMA. On a donc des champions de France du collège de tir à l'arc. Donc on a plein d'activités sportives et tout le monde, nous on est là pour aider le sport de masse. Et bien évidemment, quand on a des sportifs de haut niveau, ça retentit sur la ville, ça prouve que la ville est tactile et ça montre l'image de la ville d'Anzin en dehors du Valenciennois, au niveau national et voire au niveau international. Alors qu'est-ce que l'on a fait en plus cette année? Donc il y a le pass sport, mais je pense que c'est le pass associatif qui est mis en place depuis de nombreuses années. Pour les nouveaux qui veulent s'inscrire, on prend en charge à peu près 50% de l'adhésion aux différentes associations. Cette année, donc, on a inauguré les vestiaires avec le Baous du Stagia, qui en avait pas bien besoin et qui avait pris du retard suite aux différents événements de 2020 et 2022. On a une inauguration sur la ville de l'Escaut avec ce qu'on appelle un pump track, qui permet d'avoir une activité avec tout ce qui roule. Un terrain multisport également sur ce site. On a la salle de sport Jules Perry qui est en pleine réflexion. Alors là, des gros travaux. Et on a enfin donc, la salle de musculation qui produit de nombreuses fuites alors que c'est un bâtiment tout neuf, qui est enfin fonctionnel et qui va être donc mis à disposition des clubs. Parce que là, effectivement, là aussi, on a des contraintes puisqu'on ne peut pas faire de concurrence déloyale tout ce qui est salle de sport qui se trouve sur le Valenciennois. Donc voilà ce qui a été fait donc, en partie sur notre ville. Alors sport santé, c'est important, on en parle de plus en plus. La santé, il y a le sport, physique, mental. Et donc on a mis en place l'Anzinoise, une deuxième édition avec quasiment 1600 personnes. La course solidaire avec un village santé qui était sur place le samedi et le dimanche avec une dizaine d'associations pour évoquer le don d'organes, pour évoquer l'épilepsie, le don du sang, le téléthon, pour essayer de prendre conscience que c'est important de prendre soin de soi et ça passe par des activités physiques et sportives. Donc c'est une course solidaire réalisée donc, par la ville et le club sportif local avec donc, une rétribution. Donc cette année, c'est 3 200 € à peu près qui vont être donnés, répartis à la moitié pour la Ligue contre le cancer et l'autre à Emera, qui est une association qui travaille pour accompagner les personnes qui sont atteintes du cancer sur le Valenciennois. Donc ça, c'est tout ce qui est réalisé. On a une médiatrice santé, donc si vous avez une problématique, notre service est là aussi pour vous accompagner. Et puis, je pense qu'on a fait le tour sur tout ce qui est mis en place au niveau sport et santé sur notre ville. Et aussi, vous subventionnez des associations. Les associations ont continué d'aider, mais c'est vrai qu'au moment du Covid, certains ont profité de diminuer les aides aux subventions aux associations sportives. On continue à augmenter, puisque de 190 000 € en 2024, sur le budget qui va être voté, donc prochainement, on est passé à 200 000 €. Donc il n'y a pas de diminution des aides des associations. Au contraire, on essaie de maintenir nos aides. On a des nouvelles associations qui se créent également. Donc les aides financières sont toujours présentes et aussi les soutiens techniques. Quand il y a un championnat du Nord du collège de cyclocross en rue de l'Escaut, s'il faut amener du matériel, s'il faut aider le club, nos services sont là pour aussi accompagner les différentes associations qui font des animations importantes sur notre territoire et qui met en valeur
la capacité de nos associations et de nos villes de faire des manifestations importantes. Et ça y est, c'est officiel. C'est la dernière question de Stéphanie. Alors, il y a de nombreuses associations culturelles sur la commune. La ville d'Ornain va-t-elle maintenir son dynamisme culturel et ses festivités? Alors, la festivité, bien évidemment, c'est important, et c'est ce que je dis. Il faut que tout le monde ait une possibilité d'assister à un spectacle, notamment gratuit, le 14 juillet, lorsqu'on fait des manifestations au niveau de la semaine bleue. Mais il n'y a pas que ce qui est réalisé dans les espaces publics. Il y a également une activité qui est importante, qui est réalisée par la médiathèque, avec tous les services, avec des expositions, avec des ateliers, avec des projections de films, donc avec les heures du compte. Donc ça va du nourrisson jusqu'à 99 ans si on arrive à se déplacer. Donc la médiathèque est là aussi pour faire plein d'activités. Et on a adhéré au réseau Marianne, qui est le réseau de l'aglo. Et on peut donc avoir aussi des livres ou des CD qui se trouvent sur notre médiathèque. Et actuellement, quand la médiathèque n'est pas suffisamment grande, on va avoir une grosse exposition qui est réalisée donc, par un collectif de plumes et d'encre. Ça va être à la salle des fêtes. L'inauguration a lieu ce vendredi. Pendant une semaine, vous avez 50 artistes qui vont vous présenter leurs activités. Il y a des peintres et différentes activités artistiques. Et vous allez avoir les artistes qui seront sur place pour vous expliquer un petit peu comment ils font avec des ateliers qui vous seront proposés. Donc ça, c'est des activités culturelles qui sont également proposées, qu'on parle généralement pas suffisamment. Le conservatoire, comme je les ai dit, avec des créations chorales DLM, un orchestre symphonique, un gros partenariat avec l'harmonie, le Ritéanite, avec la chorale Henri Laubert qui va se mettre en place, avec l'école de danse, avec l'atelier d'art plastique, plein d'activités qui sont mises en place donc, avec les différentes structures culturelles. Et puis évoquer également donc, le campus des musiques actuelles, avec un site sur la Tour Les Moines. Ils font des activités, ils proposent des soirées, 1 à 2 fois par mois. Vous pouvez aller assister à des spectacles. Et je remercie donc son directeur qui est ici présent d'avoir choisi donc, notre ville pour s'installer. Et merci en tout cas pour votre participation sur nos activités et votre soutien au quotidien. Et puis on a des associations culturelles qui vont aussi dans des carnavals, par exemple, sur le Valentinois, mais sur toute la France, mais également à l'étranger. Et donc en Espagne, en Suisse, à Luxembourg, il y a donc une association qui porte aussi les couleurs en donc on a des associations sportives, mais on a aussi des associations culturelles qui portent notre image hors de nos murs et qui montrent un petit peu que nous sommes une ville qui bouge beaucoup. Et je pense notamment donc, à l'association YMB Lasso et notamment ces échassiers qui font rayonner donc, notre ville bien au-delà de nos frontières. Merci à vous. Et puis on a toutes les festivités. Alors je risque d'en oublier. Je risque d'en oublier parce qu'on a beaucoup. Alors on va essayer de faire dans l'ordre. Il y a les jardinades, incontournables au mois de mai dans le parc d'Empierre, avec un parc qui a été réhabilité complètement. Le château, on va le dire aussi, le château il bouge pas beaucoup. C'est au moins 6 millions d'euros. On retravaille dessus avec des jeunes qui sont d'école d'ingénieurs, avec des jeunes qui sont à l'IRTS, voir des réunions qui vont être réalisées avec des habitants, avec des jeunes de chez nous, pour voir un peu qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce château et relancer donc un processus de réhabilitation du château d'Empierre dans les années à venir. Donc les jardinades, la fête de la musique, les ensidades, c'est une petite gaguette dans un. Pour ceux qui sont jamais venus, on a de plus en plus de monde. On a donc un DJ, on a des animations, c'est un moment qui est important. Le 14 juillet, donc cette année avec Raphaël, il y avait quasiment, je pense, entre 8 à 10 000 personnes sur la place d'Anzin, donc il y avait du monde. On a un ciné plein air fin août, début juillet. On a le marché de Noël. On a la descente du Père Noël. Cette année, la parade du Villeneuve, parce que le carnaval n'a pas pu avoir lieu en raison des élections. Mais normalement, nous avons un carnaval. Et toutes ces animations vont être mises en place. Et puis, sans oublier au niveau culturel, tout ce qui est mis sur la Cité des Congrès, qui est sur Valenciennes, avec c'est Cité des Congrès, Valenciennes des Congrès, mais qui est sur votre ville et qui propose plein de spectacles avec des affiches
de renommée, que ce soit au niveau des chanteurs, mais aussi au niveau de nos comiques, avec un gros spectacle proposé cette année notamment. Voilà tout ce qui est proposé au niveau de nos activités culturelles. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. On vous propose plein de choses sur notre ville. Je vous ai peut-être menti un petit peu, il reste 2 questions, c'est moi qui vais les poser. Ça va prendre une petite demi-heure. Ça va aller. Déjà, ma première question, c'est est-ce que vous faites ça tout seul? Évidemment, voilà. Le travail d'équipe, c'est important. Le travail d'équipe avec les élus, c'est une équipe municipale. Donc, je vais leur demander de venir me rejoindre avant de faire cette clôture. Donc, je demande donc à mes adjoints, mes conseillers municipaux, les conseillers délégués, de rejoindre nos habitants qui ont aussi accepté de jouer le jeu. C'est pas facile, il y a pas de monde, il y a un petit peu de stress. Voilà, donc un groupe dynamique d'hommes et de femmes qui sont là pour essayer d'apporter donc le maximum au service des habitants. Et puis ce travail ne peut pas se faire sans nos techniciens. Et je voudrais donc également mettre à l'honneur notre directeur général des services, tous les chefs de pôle, tous les techniciens qui travaillent avec nous, à nos côtés, pour mettre en place tout ce que vous avez vu dans le film. Merci à vous tous. Et le film, c'est tout ce qui se passe vraiment ici à Anzin. On n'a pas été chercher ailleurs ce qui se passait. Merci à vous tous. Je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous une bonne année, bonne santé, et j'espère vous revoir très nombreux sur les différentes animations qui auront lieu encore toute cette année. Merci à vous tous. Déjà, les gens du TNJ, venez venir rejoindre vos copains. Ouais, je vous vois là-bas. Allez, venez nous rejoindre. Voilà. On a une équipe de jeunes qui ont bien travaillé sur ce mandat. Voilà, comme ça permet de les mettre en honneur. Voilà. C'est pour eux qui vont nous remplacer. Voilà. Et donc, la dernière question, c'est que l'année dernière, la ville a reçu Raphaël et 2 candidats de la Star Academy pour la fête nationale du 14 juillet. Je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question. Alors, si vous me permettez, quel chanteur ou chanteuse, quel groupe la ville d'Anzin recevra-t-elle cette année pour la fête nationale? Et alors non, je ne suis pas disponible. Zut, il n'est pas disponible. Alors, il y a des années plus faciles que d'autres. Pour choisir cette année, c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup qui tournent. Il y en a qui refusent de faire des spectacles gratuits. Donc ça a été un peu difficile, mais ça y est, on vient de signer. Alors il y a des rumeurs. Alors la rumeur, c'était la compagnie créole. Alors je suis désolé pour vous, ce ne sera pas la compagnie créole, ce sera un peu plus neuf, un peu plus jeune. Et donc c'est Vita qui sera présente le 14 juillet sur la ville d'Anzin. Donc désolé pour la police nationale. Vous allez avoir du travail encore avec la ville d'Anzin. Donc 14 juillet, Vita. Et donc, de nouveau, un spectacle digne de ce nom. Et encore, merci d'être venus aussi nombreux. Ça y est, vous avez le droit d'approcher des buffets. Profitez bien de cette soirée. Bonne santé à tous.